David Wetzman, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous, d'être notre invité dans le lab. Donc on va parler d'empathie aujourd'hui. Et pourquoi toi? Parce qu'en fait tu as un projet de loi qui propose de... je vais la refaire parce que je suis censée te vous voyez. Donc pourquoi vous? Parce que vous avez un projet de loi qui propose des cours d'empathie à l'école. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors empathie, c'est très général, parce que c'est empathie, bienveillance, tolérance active, fraternité. Les mots à la mode, hein? Non, parce que les mots à la mode, parfois c'est surtout justement, mais ça va de pair, ça va surtout avec vivre ensemble, etc. Mais on voit bien que ici, pour le moment, dans la société, dans une ville, Bruxelles, on habite Bruxelles, qui est hyper cosmopolite et on en est assez fiers, mais qui a quand même des tensions sociales entre quartiers, qui a parfois des difficultés, qui a parfois des formes de radicalisme, qui a du populisme, parfois qui tutoie un peu des revendications identitaires. On a besoin de créer du lien. Naturellement, on voyage pas toujours dans la ville entre les habitants du Nord et du Sud. Il n'y a pas assez de mélange. On voyage pas toujours entre les familles. On a parfois des familles assez homogènes. Les écoles ne reflètent pas toujours la diversité des quartiers. Et donc là, effectivement, ce que je souhaitais, c'est qu'on puisse travailler de façon transversale, pas qu'à l'école d'ailleurs, sur ces valeurs, sur l'empathie, sur la fraternité, tant dans les milieux culturels qu'au niveau sportif ou dans l'enseignement. Ah d'accord. Et ça vient pas de nulle part. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà des initiatives qui existent en région bruxelloise. Il y a déjà des initiatives qui sont qui sont offertes à tous les élèves, notamment dans d'autres pays, que ce soit aux Pays-Bas ou que ce soit au Danemark. Et donc, ce que je voulais, c'était d'abord de poser des questions, puis déposer des textes le plus rapidement possible pour, dans un premier temps, soutenir ces initiatives et, dans un second temps, faire en sorte que ça rentre carrément dans les politiques globales, que ce soit l'enseignement, que ce soit la culture, que ce soit dans le sport. Donc, vous voulez regrouper, en fait, donner un fil rouge à ce qui existe déjà, lui donner de l'ampleur et plus de possibilités de visibilité et probablement de moyens pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit institutionnalisé. Oui, effectivement, il y a ça. Aujourd'hui, donc, si on regarde ce qui se passe un petit peu à l'international, et parce que ma démarche était ça, c'était assez bizarre. Oui, c'est ça, il y a bien des exemples où ça se fait ailleurs que chez nous. Au Danemark, par exemple, ils donnent 1 heure de cours par semaine de ce qu'on va appeler l'empathie. Et je l'ai décliné, c'est un peu plus large que ça. Oui, alors on va y venir. Quelle est votre définition de l'empathie? Ça, on va y venir. Alors, je vais peut-être le dire, mais en tout cas, qui permet tout simplement d'abord d'avoir l'estime de soi, puis d'essayer de comprendre qui on est, et puis de voir que finalement, qui on n'est pas tellement différent de la personne qui est en face de nous, et donc, de facto, comprendre. Donc, moi, je ne suis pas psychanalyste, psychiatre ou ni expert. Non, mais c'est bien, mais on ne comprend pas ce qu'ils disent de toute façon. Oui, mais il y en a qui nous aident justement dans cette démarche-là. Et notamment, il y a un professeur que j'ai rencontré à 2 reprises, qui est le professeur Pell, qui travaille depuis des années, qui est belge, qui est bruxellois, qui est très connu, qui travaille justement sur la gestion du bien-être, et qui a fait des propositions d'ailleurs depuis plusieurs années pour amener cette gestion du bien-être à l'intérieur des écoles. Et il y a déjà des initiatives. Parce que moi, mon parcours personnel, c'était de regarder un peu ce qui se passe à l'international, de faire une proposition similaire à celle qui se passe au Danemark. Et puis finalement, des associations sont venues me trouver en me disant, en toute franchise, mais vous savez qu'on travaille déjà sur ces questions-là. J'ai dit, mais tant mieux, on va se rencontrer. Et donc, il y a des ASBL, notamment Bienveillance à l'école, qui travaillent, qui forment les professeurs et qui forment les élèves à justement tous ces concepts qui partent de cas particuliers, de différences qu'on peut avoir dans la rue, de conflits à gérer, et c'est super intéressant, parce que d'une part, on se rend compte, de nouveau international, qu'il y a effectivement les élèves d'aujourd'hui n'ont pas le même niveau d'empathie que dans les années 80, donc ça a été objectivé. Il y a des études qu'on trouve d'ailleurs facilement sur le net, une étude internationale dans l'université de Michigan qui l'a fait tous les 10 ans, et qui qualifie ou qui quantifie effectivement ce que c'est que l'empathie, et on voit que le souci de l'autre et le souci de soi-même n'est pas le même qu'il y a 20 ou 30 ans. Et ce qui est super positif aussi... Ça pourquoi? Alors pourquoi non? Pourquoi non? Mais par contre, on peut y apporter. Oui, est-ce qu'il y a une série d'explications, de contextes ou de paramètres qui font qu'aujourd'hui on en serait là? C'est interpellant. En tout cas, mon sentiment à moi, mais qui est plutôt empirique comme municipaliste, c'est je vois bien qu'il y a des difficultés. J'ai géré les logements sociaux pendant 6 ans ici en région bruxelloise, dans 2 sociétés de logement. On voit qu'il y a plus de difficultés à se construire dans des quartiers qui sont plus fragiles. Ils sont fragiles socio-économiquement, mais en plus, il y a des vraies tensions, parfois culturelles, identitaires, et des enfants qui ont des difficultés à se construire. Je pense que c'est merveilleux d'être une ville cosmopolite, mais c'est plus compliqué pour se construire quand on connaît pas l'autre. Donc on doit, et naturellement, on va pas assez vers l'autre. Naturellement, on se connaît déjà pas très bien soi-même quand on est jeune, quand on est adolescent. Alors connaître l'autre et comprendre que finalement il est très similaire à nous, c'est assez difficile. Mais le contexte n'aide pas aussi. Peut-être qu'est-ce que le contexte aujourd'hui a vraiment changé? Parce que moi, des fois, je me pose la question, est-ce que l'écho qu'on donne à ce qui se passe est pas plus important
Et peut-être qu'il ferme quelque part cette capacité à être empathique. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que la situation est tellement peu difficile qu'il y a 10 ans? Je suis même pas sûre. En fait, on a toujours... Je me dis qu'à chaque fois qu'on est dans une époque, on se dit que cette époque est plus difficile qu'avant. Est-ce que c'est objectif ou pas? Non, parce qu'il y a des chercheurs qui se disent, tiens, par exemple, je pense à un philosophe comme Pinker qui dit finalement ça va mieux qu'avant. Pourtant, on a l'impression que c'est la catastrophe, que rien ne va et tout. Et donc, est-ce que c'est justement parce qu'on a perdu la capacité d'utiliser cette fonction empathique? Puisqu'on se connaît moins, on est perdu avec soi-même, et donc on ose moins, on a moins d'outils pour comprendre l'autre, et donc tout est dramatisé, vous voyez? Je pense que, moi je ne dis pas que les choses vont moins bien qu'avant, je pense que je suis d'ailleurs très heureux d'être né, je suis né en 81, mais il y en a qui sont nés bien après moi, c'est une bonne chose, mais je suis plus heureux d'être né en 80 que si j'étais né en 40. Donc je lui dis, c'est un peu cliché, mais ou même en 15 ou même en 20. Donc c'est évident. Par contre, c'est peut-être plus difficile puisque la société est vraiment multiple, mais quand je dis multiple, c'est pas du tout lié aux origines, c'est multiple aussi dans la philosophie, c'est dans une certaine forme de tolérance dont on parle beaucoup, mais la tolérance, pour la tolérance, ça n'a pas beaucoup de sens, elle n'est pas active si elle n'implique pas justement l'empathie et de la bienveillance. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est d'essayer de se comprendre soi-même pour pouvoir se construire également. Donc je pense que, puisqu'on n'a pas des grands courants de pensée et qu'il y a de multiples réflexions, de multiples pensées, c'est peut-être plus difficile de trouver son chemin. Mais nous, ce qu'on dit, en tout cas, moi je suis pas un grand philosophe là-dessus, donc je suis pas un expert. Ce que je remarque, c'est qu'il y a des experts sur le terrain. Il y a des gens qui travaillent notamment avec bienveillance à l'école et qui amènent ces formations auprès de ses élèves, auprès de ses professeurs, qui permet notamment d'apaiser un peu le climat scolaire. Et quand ils commencent les formations, ils font, on a parlé ensemble il y a quelques jours, ils font des petits questionnaires où ils demandent justement, est-ce que vous vous sentez bien à l'école? Quel est votre niveau de bonheur quelque part? Quelles ont toute une série de questions. Et après les formations, après 5, 6, 7 mois, après 1 an, ils reposent les mêmes questions. Et on se rend compte que les enfants et les jeunes et les professeurs se sont ouverts sur les autres. D'abord, ont compris peut-être quel est le rôle du prof, quel est le rôle de l'élève, qu'il y a moyen de co-construire aussi au sein d'une classe. Puis ils ont fait des petits cas, des cas concrets. Je sais pas moi, une dame arrive, elle est black, elle est confrontée à quelqu'un d'autre dans un supermarché. Attention, il commence à avoir des insultes. Tiens, comment vous réagissez? Vous êtes le tiers. Comment est-ce que vous réagissez à ces insultes? Ce sont les jeux de rôle, c'est important. Et donc il y a le professeur Pelk me disait, Isidore Pelk me disait que en 1840-1842, il y a eu des énormes débats quant à savoir si on devait introduire par contre la gymnastique suédoise, parce que ça n'existait pas la gymnastique à l'école. On estimait que c'était quelque chose qui devait se faire à l'extérieur. Il y a eu des grands débats. Aujourd'hui, on n'oserait pas imaginer qu'à l'école il n'y a pas de gymnastique. Oui, pourtant, gérer ses émotions, gérer même gérer son propre bien-être, son propre bonheur, c'est quelque chose qu'on doit construire aussi à l'école. Je ne dis pas que les familles ne peuvent pas le faire. Évidemment, il y a des gens qui ont de la chance. Ça fait partie de toutes ces intelligences qu'on doit apprendre à développer, qui ne sont pas que les intelligences matière grise, mais aussi toute la matière blanche. Et donc, la gestion des émotions aide aussi à l'apprentissage. Hein. C'est vrai qu'il y a des cours comme ça. Alors, on a l'impression que les pays, on a tout d'un coup découvert, depuis quelques années, la puissance que ces pays nordiques ont développée sur le système social, sur l'égalité homme-femme, sur l'école. Quand je regarde le documentaire sur l'école dans les pays du Nord, mais je me dis, mais je veux déménager, c'est pas grave s'il fait froid, parce qu'ici, pour avoir une école avec une démarche aussi bienveillante, mais c'est pour ça que je m'interroge, parce que il y a des écoles où la bienveillance dans le système éducatif, il n'est pas toujours là, soyons honnêtes. Hein. Est-ce que le système éducatif tel qu'il est conçu aujourd'hui est déjà bienveillant? C'est pas facile, hein. Les systèmes de notation tels qu'ils sont, les stress, la façon dont on stresse les enfants dès le CEB. Moi, je ne me rappelle pas du tout avoir été stressée pour passer mon CEB. Hein. C'était pas une épreuve. Les punitions, il y a quand même des choses de fond à avoir. Alors, c'est peut-être pas votre boulot. Mais... Non. Moi, je ne siège pas à la communauté française, parce que je suis député bruxellois, mais peu importe, ma proposition va bien au-delà. Et finalement, moi, mon objectif, c'est d'essayer de sensibiliser déjà les pouvoirs publics, mais les sensibiliser sur des choses qui existent déjà aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on peut critiquer, et je fais partie de ceux qui critiquent, notre enseignement aujourd'hui, il est le même qu'il y a 100 ans, quand on formait des élèves pour travailler à la chaîne. Quand on voit le mécanisme l'enseignement en Finlande, on se dit qu'ils ont compris beaucoup de choses, et le fameux pacte d'excellence dont tu es en train de parler va pas répondre à grand chose. C'est mon avis, mais c'est peut-être un peu trop court de le dire. Ce que je vois aujourd'hui, c'est c'est une première démarche, mais effectivement, on a beaucoup de boulot. On a beaucoup de boulot, mais il y a déjà des écoles qui sont inspirantes. Si vous prenez Dashbeek, par exemple, ils ont créé... Moi, j'ai pas un excellent souvenir de Dashbeek. J'y étais en secondaire. Je n'ai pas le souvenir d'une pédagogie très bienveillante. Mais justement, ça peut changer. C'est super intéressant parce que j'ai rencontré des profs à Dashbeek qui nous ont dit, quand le décret mixité est arrivé, la population a changé. Et donc, ça a été plus difficile, justement, d'appliquer, je sais pas moi j'étais pas dans cette école-là, mais d'appliquer l'enseignement plus classique. Mais moi, j'étais avant le décret mixité, hein.
Donc, c'était pas bienveillant du tout comme enseignement. Non. J'étais avant le décret mixité, c'était strict. Et encore, de toute façon, j'avais pas le choix, c'était ça au Cato. Hein. Donc, à l'époque, on avait en bonne école, on avait Jacquemart, Dashbeek et Cato. Cato, pour moi, c'était inimaginable. Et Dashbeek, je trouvais déjà que moi, j'avais fait mes primaires au lycée français, je trouvais déjà que j'arrivais dans un monde où j'ai dit, mon Dieu, mais ils sont méchants, tous ces gens, c'est pas possible. C'est ce que je disais tout à l'heure, oui. je pense qu'on est en train de réfléchir, mais des écoles comme Dashbeek, je vais venir, à bien réfléchir à ça, justement, quelle est la place de l'élève, quelle est la place du professeur. Moi, j'étais dans une école catholique où, de toute façon, tout ce qu'on me demandait, grosso modo, c'était de se taire. Et donc, le professeur arrivait, il écrivait au tableau, et voilà, on se tenait. Il y avait toujours des profs super dans le lot, qui nous ont marqués, mais c'était ça l'enseignement principal. Ici, à Dashbeek, ils se sont rendus compte qu'il y avait des difficultés, notamment en fait que on ne pouvait pas dire à tous les publics vous vous taisez, ça marchait pas. Ils m'ont même dit qu'ils avaient essayé la tolérance zéro, mais ça n'a pas tenu tout le temps. Et donc ils ont instauré par exemple ce qu'on appelle la chouette heure. La chouette heure en première, secondaire, pour toutes les premières secondaires, c'est une fois tous les 15 jours justement discuter. Empathie, bienveillance, fraternité, discuter des conflits qu'il peut y avoir dans la classe et amener des outils pour se construire. Ils font ça depuis 10 ans. Ils me disent que c'est super. D'abord c'est super pour les élèves. Mais c'est super aussi pour les profs. Tout le monde n'était pas convaincu aujourd'hui. La plupart des profs maintenant sont convaincus et ça a pesé aussi le climat scolaire. C'est important que les profs soient aussi heureux, respectés, qu'ils soient partenaires. Et donc, je la cite parce qu'ils sont venus nous en parler de cette super initiative. On pourrait partir de ça pour s'assurer que ce soit peut-être ça dans toutes les écoles. Ça pourrait être un benchmark en fait, l'heure d'ouverture ou l'heure où on dépose un peu les choses et on apprend à se connaître. Absolument. Mais ça peut être aussi une heure d'empathie. Alors, est-ce que, par exemple, comprendre les différentes cultures, alors, on ne parle pas que du culte, hein, on parle des cultures, parce qu'on a tendance à résoudre tout sur le côté culturel, et en fait, on est plutôt dans l'interculturel. Absolument. Et puis aussi les différentes façons d'exister, de voir, qui sont aussi de la diversité. Ça pourrait être ça, par exemple, dans ces cours-là ? Alors, aujourd'hui, il y a des cours qu'on doit peut-être tous ensemble redéfinir, qui sont des nouveaux cours, qui sont les cours de citoyenneté. Les cours de citoyenneté, ils apportent déjà, parce que justement, grâce à quelques articles que j'ai eu sur cette proposition, ce qui a été super chouette, c'est qu'il y a toutes des personnes qui sont venues en me disant « Mais tu sais, David, on travaille déjà là-dessus. » Et je leur dis « Excusez-moi, je le sais pas, moi j'ai cru que c'était le Danemark qui était à l'avant-garde, mais non, on travaille déjà là-dessus. » Mais en fait, vous n'avez juste pas de visibilité. Non, ce qu'il y a, c'est que le Danemark, ce qu'il a fait, et c'est ce que je propose, c'est qu'il a institutionnalisé. C'est que tous les élèves ont la même chance de pouvoir se construire eux-mêmes et notamment de pouvoir avoir la relation avec les autres. Parce que ça existe dans toutes les écoles. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on a plein d'acteurs qui travaillent super bien, mais qui pour le moment, c'est leur propre initiative. Et donc, j'ai rencontré notamment une jeune prof qui donne déjà depuis quelques années le cours de citoyenneté et qui déjà, à l'intérieur de son cours de citoyenneté, il met ces éléments justement de compréhension de l'autre, etc. C'est peut-être que, parce qu'on dit que c'est toujours difficile de toucher à la grille horaire, peut-être que dans ce cours de citoyenneté, on peut amener ces problématiques-là. Peut-être qu'on peut faire comme Dashbeek. Oui, mais aussi, c'est un moyen finalement d'arriver à plein d'objectifs. Si on vous écoute, c'est un moyen d'être un bon citoyen, c'est un moyen d'être meilleur à l'école, puisqu'on apprend à gérer ses émotions. C'est un moyen d'être dans ce fameux vivre ensemble qui suffit plus, il faut dire faire ensemble. Je crois que c'est même vivre ensemble, on n'en est plus là. Ça, on aurait dû le faire il y a 10 ans. Donc, ça permet de faire plein de choses, cette empathie. Donc, on pourrait l'appliquer, on pourrait avoir une école empathique demain. Je sais pas. En tout cas, on pourrait vraiment avoir des cours, mais des cours qui sont effectivement d'enseignement, mais c'est complètement transversal. Ça doit être aussi dans l'approche peut-être de l'éducation physique. Ça. Après, il y a dans les théâtres, il y a toujours des volets sociaux, donc qui permettent d'avoir des contacts avec le quartier et les jeunes. On doit pouvoir développer ça. Moi, je dis pas que rien n'est fait. Effectivement, je partage votre avis. Vivre ensemble, c'est complètement galvaudé, mais on n'a pas les outils pour construire ensemble. Et ce sont les outils sur lesquels on doit travailler. Il y a déjà des super initiatives. Ça fait au moins depuis 10 ans que la région bruxelloise travaille sur les plans de cohésion sociale. Et toute cette cohésion sociale, il le développe avec plein d'associations. Mais il n'y a rien qui est institutionnalisé. On n'est pas certain qu'on touche tous les jeunes. Et moi, je sais qu'on ne touche pas les jeunes dans les maisons de jeunes, dans les logements sociaux. Ça, je suis convaincu qu'on ne les touche pas. Non. Les gamins qui ont entre 15 et 20 ans et qui sont parfois un peu paumés. On ne touche pas parfois dans certains milieux, même les enfants dès la maternelle, qui sont dans des milieux familiaux peut-être un peu plus fermés ou un peu plus conservateurs. Et donc, je pense sincèrement que l'école est là. Ça, parce qu'on a l'impression que c'est toujours les milieux défavorisés qui sont genre, eux, n'ont pas accès, mais il y a des milieux dans lesquels ce genre de démarche, et c'était une de mes questions, est-ce que ça pourrait être freiné, par exemple, je renvoie mes enfants à l'école pour ça, quoi. Moi, je veux les enfants à l'école pour qu'ils fassent des bons résultats, qu'ils rentrent dans des bonnes écoles, qu'ils fassent des bons points, qu'ils fassent un bon travail. Est-ce que vous pourriez imaginer que des milieux plus conservateurs pourraient dire, oh, mais enfin, ce qu'on doit avoir, c'est pour ça. Ce qu'on doit avoir, et j'espère que chaque parent est bien conscient de ça, c'est le maximum d'outils pour pouvoir être heureux.
excusez-moi d'être un peu basique. Ouais, c'est vrai. C'est mignon, mais on est là que pour ça, parce que si épanoui, en tout cas, on va dire épanoui. Oui, mais bonheur, c'est encore compliqué, mais épanoui au moins. Oui, mais justement, je conseille de lire, et je suis en train de le faire pour le moment, parce que j'ai la chance de rencontrer le professeur Pell, que vous pourriez l'inviter. Je voudrais l'inviter. Il parle justement de cette gestion du bonheur et du bien-être. Donc c'est très important. C'est important que dans nos politiques publiques, on le décline également. Parce qu'effectivement, connaître cette table de multiplication, c'est utile. Je préfère quand même que mes gamins soient heureux. Et donc c'est important. Pourquoi je dis heureux? Parce que, notamment, si on prend des cas beaucoup plus concrets, le harcèlement à l'école, c'est une réalité. C'est vraiment dramatique. Ça touche beaucoup de jeunes, notamment via les réseaux sociaux. Donc, de nouveau, un phénomène qui a amplifié pour le meilleur et pour le pire par rapport à il y a 10 ans. Les réseaux sociaux, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Et donc ça, on doit travailler là-dessus le plus rapidement possible. Et donc, notamment, ce genre de cours permettra d'y répondre. La chouetteur sur lequel je reviens, pour le peu que je connaisse de ce qui se passe à Dashbeck, c'est ça aussi. Si une fille ou un garçon se sont fait insulter dans les réseaux sociaux et que ça prend une ampleur, on vient, on en parle, on discute ensemble et on déconstruit. C'est super important, franchement. Vous pourriez aller voir aussi du côté des écoles actives et des pédagogies actives. Ils ont sûrement, eux, intuitivement déjà développé. Moi, je sais que mes enfants sont dans une pédagogie active. Et donc, ils ont développé effectivement des moments où ils peuvent déposer et apprendre et retirer. Et donc, si on pouvait déjà gagner dans la qualité d'enseignement grâce à un peu plus de qualité émotionnelle, humaine et entre autres l'empathie, nous, on achète, quoi. Merci, David. Merci à vous.